Les réunions sans intérêt. Dans la vie professionnelle ou associative, nous avons tous été confrontés à des réunions sans aucun intérêt. Est-ce une fatalité? Est-il dans notre culture de palabrer avant de décider? Ou pire, la palabre a-t-elle une fin en soi? En principe, la réunion sert à pratiquer la concertation, qui est un bon outil pour impliquer des gens différents dans un projet commun. On devrait réussir à créer une intelligence collective supérieure à celle du plus intelligent du groupe. Or, il arrive que le groupe se révèle collectivement plus stupide que le plus stupide de ses membres, voire certaines réunions de copropriétaires. Ce n'est pourtant pas une fatalité. Pour bien comprendre la place des réunions dans la communication avec une équipe, on peut partir du schéma suivant. Plus je descends sur ce graphique, plus j'implique les membres du groupe dans le projet. Premier niveau, je décide et j'informe le groupe. C'est le plus simple, légitime si je n'ai pas vraiment besoin du groupe. Deuxième niveau, je décide et je prends la peine d'expliquer. Outre la perte de temps, l'inconvénient c'est d'avoir l'air de justifier les décisions que j'ai prises en tant que responsable hiérarchique ou pilote de projet. Bon, cependant, il vaut mieux expliquer ma décision au début du projet plutôt qu'à la fin. Je peux ensuite consulter avant de décider. Ce niveau est parfois un peu décevant. Si je consulte 10 personnes dont les avis vont du blanc au noir en passant par toutes les nuances de gris, je vais choisir un gris moyen en pensant contenter tout le monde. Or, dans les faits, je vais mécontenter tout le monde. Tu m'as demandé mon avis et tu n'en as pas tenu compte, donc tu méprises mon point de vue. En fait, j'aurais voulu que tu arbitres en ma faveur, mais ce n'est pas l'objet de la consultation. C'est pourquoi je préfère la concertation. Mettez-vous d'accord. Il m'appartient d'organiser cette concertation, et pas seulement de l'animer. De plus, restant responsable du résultat, je me réserve à ce stade de valider ou non la proposition du groupe. Enfin, je peux déléguer à un groupe le droit de décider à ma place, comme je délègue à un individu, mais avec les mêmes précautions. Je dois dans ce cas tout organiser pour que leur réunion soit efficace. Mais qu'entend-on par réunion efficace ou productive? Voici la définition. Une réunion est productive quand elle atteint un objectif préalablement fixé, dans un minimum de temps, avec les participants nécessaires et suffisants. On pourrait dire aussi avec les moyens nécessaires et suffisants. Observation, personne ne saura jamais si une réunion sans objectif a été efficace ou non. Le travail de groupe est un outil puissant, mais onéreux. L'unité consommée s'appelle l'homme-heure. Cet H2 a un coût, le temps passé multiplié par le salaire horaire des participants. Elle doit donc avoir un rendement, communément appelé le livrable. Il existe de nombreuses formations à l'animation de réunions concernant l'animateur, mais pour qu'une pièce de théâtre soit un succès, il ne suffit pas que le metteur en scène connaisse son métier. Il en va de même pour une réunion de travail, l'animateur ne fait pas tout. Comme le théâtre, une réunion est un sport collectif. Voici la liste des garants de l'efficacité dans les deux cas. D'abord, l'auteur, celui qui initie la réunion et décide du quoi et du pourquoi. L'auteur d'une pièce de théâtre doit trouver un commanditaire, autorité qui va valider le projet et qui va procurer les moyens. Puis il fait appel à un scénariste, celui qui va écrire le programme et décider de la méthode. Il lui faut ensuite trouver un régisseur qui fournit la salle, les décors et les costumes. Ensuite, il lui faudra faire appel à un réalisateur chargé de produire et à un metteur en scène pour organiser le jeu collectif. Et bien sûr, il devra procéder au casting des acteurs, plus ou moins bien formés au travail de groupe. Enfin, il n'est pas de progrès sans critique. On constate que 4 fonctions doivent être assurées avant la réunion, 3 pendant et 1 après. L'auteur est la personne qui initie la réunion. Il assure que la réunion ou chaque séquence de réunion a bien un thème, de quoi va-t-on parler, et un objectif, pourquoi une réunion ici et maintenant avec ce public. Certaines réunions n'ont pas d'auteur, mais pour qu'une réunion ait une petite chance d'être utile, il faut au minimum une personne qui la souhaite vraiment. Et on en arrive à la première grande source de réunionites, les réunions périodiques routinières, dont l'objectif théorique est uniquement l'échange d'informations entre les participants. On travaille chacun de son côté, et régulièrement on fait le point. Ces réunions sont un peu la voiture-balai de la communication interne, qui spontanément fonctionne assez mal.
Trop souvent, elles servent à traiter des problèmes spécifiques qui n'intéressent qu'une partie des présents. Et bien sûr, pendant ce temps, tous ceux qui ne sont pas concernés perdent leur temps. Première idée à retenir, il ne faut pas confondre les réunions périodiques avec les réunions visant à régler des problèmes sous peine d'avoir des participants passifs. Deuxième idée, il faut réajuster en permanence le couple durée-fréquence pour éviter l'effet de routine. À H2 consommée équivalente, vaut-il mieux prévoir 1 heure à 8 personnes, 2 heures à 4 ou 4 heures à 2? À effectif équivalent, vaut-il mieux un quart d'heure tous les matins, 1 heure par semaine, une demi-journée par mois ou un séminaire par trimestre? L'énergie consommée est la même et le coût est identique. L'efficacité, par contre, peut être très différente. Disons qu'en période de changement, il vaut mieux faire court et souvent, et en eau calme, il est préférable d'espacer. Le commanditaire apporte à l'auteur la légitimité et la caution de la hiérarchie. Si j'organise une réunion clandestine à bord du navire, j'aurai du mal à attirer du public à mon spectacle. Le commanditaire procure les moyens à l'auteur de la réunion. Qui convoquer, où, à quelle date et pendant quelle durée. Ces moyens sont fonction de l'importance que le commanditaire apporte à l'objectif de la réunion. Contrairement à une idée répandue, c'est l'objectif qui détermine l'importance de la réunion, et non le thème. Le commanditaire joue un rôle important, car il oblige l'auteur à revoir sa copie. Le scénariste est le garant de la méthode, le chemin que va suivre le groupe pour parvenir à l'objectif. Au théâtre, c'est le scénariste qui découpe un texte en actes et en scènes. Il en va de même pour une réunion, découpée en séquences et en chacune un livrable. Un groupe doit savoir à quelle fonction de son cerveau on est en train de faire appel. Dans cette séquence, par exemple, on trie ou on classe, on décide, on échange, on hiérarchise, on informe, on liste, on rédige, on trie, etc. Un groupe ne peut pas travailler sans un scénario préparé à l'avance et fidèlement suivi par l'animateur. C'est le scénariste qui sélectionne et prépare les outils de travail en groupe. Arbre de décision, brainstorming, diagramme cause-effet, métaplan, Pareto, QQO-QCP, travail en sous-groupe, tour de table, vote à main levée, carte des partenaires, échelle de la synergie, etc. Et bien sûr, c'est lui qui prépare et rédige la convocation, dont nous préciserons plus loin les contenus et les destinataires. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté du travail de scénariste. C'est un métier. Il est en fait toujours difficile de déterminer avec précision un objectif et un livrable pour chacune des séquences. On ne passera jamais au point 2 de l'ordre du jour si on ne sait pas clairement quand on en a terminé avec le point 1. De plus, si une séquence est mal bouclée, on va remettre le même point à l'ordre du jour d'une prochaine réunion. Il est également difficile d'ajuster la durée à prévoir à chaque séquence, car elle dépend du choix des outils, du savoir-faire du groupe, un groupe nouveau peut mettre du temps à trouver son fonctionnement, et du niveau d'exigence de l'objectif. Un vote à main levée est plus rapide qu'une décision prise après un débat. L'absence d'un vrai scénario est une source importante de réunionnite. Théoriquement, le scénariste doit adapter les moyens et la durée à l'importance de l'objectif. Mais dans la pratique, il doit le plus souvent faire l'inverse. Les moyens et la durée sont déterminés et il est bien obligé de revoir un peu les ambitions en matière d'objectifs. Le moyen le plus efficace pour un chef scénariste de se ridiculiser devant son personnel est de prévoir 15 points à l'ordre du jour et de n'en traiter que 3, faute de temps. La tendance actuelle chez les experts consiste à insister beaucoup sur l'importance du temps réservé à l'insertion en début de réunion. Il est important que les gens se connaissent d'une part, et même s'ils se connaissent, vérifient dans quel état d'esprit ils sont au début de la réunion. Bon, comme pour une voiture, il convient de laisser un peu chauffer le moteur avant de tirer dessus. Mais bon, c'est comme toute bonne idée, il ne faut pas non plus que ça prenne tout le temps de la réunion, à user avec modération. J'ai connu, après mai 68, des formateurs qui vendaient 3 jours de formation. Le premier était consacré à faire connaissance et à expliquer aux autres pourquoi on était venu. Le troisième jour, il fallait expliquer aux autres pourquoi on était content d'être venu. Puis le deuxième, on avait un petit peu travaillé. Bon, quelques pilotes de projet, croyant bien faire, fonctionnent encore comme ça. Le régisseur. Le régisseur met en place, avant la réunion, les moyens prévus par le scénariste et validés par le commanditaire.
Il prépare à l'avance la salle, la vidéo, la pose, le mobilier, les feutres, les transparents, le vidéoprojecteur ou le rétro, le tableau de papier, les post-it, etc. Autre moyen très efficace de se ridiculiser devant son personnel pour un chef qui n'a pas sous-traité la régie, c'est d'arriver un quart d'heure en retard en ayant perdu la clé de la salle. Une réunion, ça se prépare. L'auteur doit être clair sur ses motivations et sur les finalités. Il doit faire un effort de formulation dans sa convocation. La mission du commanditaire ne lui prend pas non plus beaucoup de temps, mais elle n'est pas facultative pour que les invités par l'auteur comprennent que la réunion s'inscrit dans la politique générale de la maison. Évidemment, si je prépare un coup d'État pour renverser le PDG, il vaut mieux que j'organise ma réunion dans un bistrot à plus d'1 kilomètre de l'usine. Bon. Mais sauf dans ce cas extrême, j'ai tout intérêt à demander poliment au big boss de cautionner ma réunion. Si l'objectif est important, c'est le commanditaire qui prendra 10 minutes pour ouvrir la séance. L'animateur n'a pas à s'en vexer. On détient toujours son autorité d'une autorité supérieure. Celui qui doit consacrer du temps à préparer une réunion, c'est le scénariste. Son rôle est fondamental. Trop d'animateurs improvisent le scénario. Désolé, ça ne peut fonctionner que très exceptionnellement. J'anime au feeling, oui, bien sûr. Il est parfois judicieux de laisser dériver une réunion particulièrement créative, mais il n'empêche que tous les acteurs souffrent lorsque la réunion n'a pas été pensée en amont. La fonction de régisseur ou machiniste du théâtre peut être facilement sous-traitée. Les assistantes de direction ou les office managers sont souvent beaucoup plus compétents que leur patron pour tout ce qui concerne la logistique et la réussite matérielle d'une réunion. Avec le réalisateur, on en arrive à la réunion proprement dite. L'animateur de la réunion a deux fonctions, réalisateur et metteur en scène. Le réalisateur a lui-même une double mission. Il doit atteindre l'objectif fixé, tout en commençant et finissant aux heures prévues. Que doit faire le réalisateur à propos du fameux quart d'heure propre à chaque ville et à chaque région, mais qui est de fait un quart d'heure français? Certains l'appellent le quart d'heure de politesse. Il serait, paraît-il, poli d'attendre les retardataires. La règle dit en effet qu'il faut accueillir le retardataire, et il est vérifié que si on ne lui explique pas un minimum où on en est, il va laisser passer une bonne heure avant de s'intégrer au groupe. Mais tout dépend du raison de leur retard. Bien sûr, quand il est prévu que la séance soit lancée par le PDG ou par monsieur le maire, moi, pauvre animateur, je suis bien obligé de faire patienter le public. Mais si je dois piloter un groupe de projet dans la durée, j'ai tout intérêt à mettre les pendules à l'heure dès la première séance. Et je vous recommande un truc d'animateur. Si vous animez des groupes de travail, pour casser les mauvaises habitudes des retardataires, vous pouvez écrire au paperboard avec ceux qui sont présents à l'heure le questionnaire 6 juin. Ils sont en retard parce que, premièrement, empêchement imprévisible. Bon, ça peut arriver. En deux, empêchement imprévu. Par exemple, un bouchon sur une route où les bouchons sont quotidiens. Désolé, mais c'est pas une excuse. Troisièmement, victime d'habitudes maison. Bon, il est évident que si aucune réunion ne débute à l'heure, il est normal d'arriver avec 14 minutes de retard. Dans ce cas, le retardataire est pardonné, mais c'est pour moi l'occasion de lui préciser que dans les groupes que j'anime, on respecte les horaires. Ils ne savent pas gérer leur temps. Bon, là encore, c'est pas de leur faute, mais je les informe qu'ils vont rater tous les débuts des réunions. En 5, ne sont pas intéressés par la réunion. Avez-vous remarqué que les retardataires sont souvent les mêmes que ceux qui gardent le nez dans leur portable? Dans ce cas, c'est moi le coupable, qui ai eu tort de les convier à cette réunion-là. En 6, c'est un truc pour se rendre intéressant. Pour attirer l'attention sur eux, certains arrivent en retard, ce qui leur permet d'expliquer qu'ils sont très occupés. Bon, ceux-là, quand je les ai repérés, je n'interromps pas la réunion pour eux, et je les laisse bouder dans un coin pendant 1 heure, c'est pas grave. Plus grave, il est prévu une case, prend les autres pour des charlots. Bon, quand le retardataire arrive, on lui tend le feutre et on lui demande de cocher la bonne case. Je n'oublierai jamais le jour où, lors d'une formation d'agent de maîtrise, le contremaître, leur chef arrivé en retard, a coché cette dernière case en présentant ses excuses à ses adjoints. Un grand moment. Comme dans tout bon questionnaire, je prévois une case autre cause. L'imagination de ceux qui aiment se faire attendre est sans limite. C'est brutal comme procédé, mais c'est très efficace. Bien comprendre les raisons pour lesquelles les gens arrivent en retard est très important pour l'animateur d'un groupe, aussi bien dans l'entreprise que dans le monde associatif. Pour remplir la mission du réalisateur, le plus simple est d'écrire le compte-rendu avant la réunion, et c'est ce que font pas mal de réalisateurs soucieux d'efficacité.
Sans aller jusque-là, il est clair que le réalisateur n'a pas de temps à perdre. Il doit être méthodique et précis, mais aussi directif, autoritaire et pressé. Un défaut encore trop souvent constaté, des animateurs ou des conférenciers de haut niveau projettent et commentent des documents parfaitement illisibles, ou des propos qui sont noyés dans le fond d'écran. Dans ce cas, il faut faire ressortir le texte sur un fond uni, en évitant de préférence ce que l'on voit parfois, du texte blanc sur un fond très clair, ou du noir sur un fond violet. Le metteur en scène. Le metteur en scène est indispensable pour garantir la concertation et la participation effective de tous les participants. Son travail est évidemment facilité si le casting des acteurs a été bien fait en amont. Il a en charge la régulation du groupe, et pour cela, il doit être attentif, à l'écoute, patient, rassurant, qualitatif. Il met en valeur les timides, il calme les bavards, il recherche les compétences, il gère les conflits, etc. Autant le réalisateur doit avoir un peu le look d'un facho qui passe son temps à recadrer le groupe, autant le metteur en scène, au moins en apparence, a un côté bisounours, voire babacool. En effet, il doit entre autres rassurer les anxieux et apporter au débat une certaine sérénité. Et on en arrive à la deuxième grosse difficulté, souvent un peu méconnue. Un animateur conscient de la difficulté de son métier est un être torturé, malheureux, déchiré, écartelé entre deux injonctions absolument contradictoires. Dans son rôle de réalisateur, il doit foncer vers l'objectif, car la H2 coûte cher. Et dans son rôle de metteur en scène, il doit prendre le temps nécessaire à la vraie concertation. Bien gérer cette contradiction relève plus de l'art et de l'expérience que de la science. Un moyen de progresser consiste à ne prendre alternativement que l'un des deux rôles pour bien les identifier. Une solution pour progresser consiste à pratiquer une vraie co-animation, ce qui n'a rien à voir avec l'animation par alternance que pratiquent classiquement ceux ou celles qui animent à deux. En co-animation, il peut être très intéressant d'alterner les rôles à chaque séquence. Je commence à jouer les réalisateurs et tu assures la mise en scène, et à la séquence suivante, on inverse. 1. Ça impressionne le public, et 2. C'est ultra formateur. Si à nouveau j'anime tout seul, ça sera plus comme avant. Co-animer avec un collègue complice peut même devenir très intéressant. Comme il faut un méchant pour discipliner le groupe et un gentil pour motiver tout le monde, il est possible aussi d'alterner après la pause. Pour commencer, Pierre va jouer le gentil et Paul le méchant. Après la pause, c'est Pierre qui jouera les flics et Paul qui montrera qu'il a du cœur. Quand un gentil remet l'église au centre du village, le public l'accepte mieux. Et quand c'est celui qui a été identifié comme le méchant qui console un participant qui s'est fait remettre à sa place, il le montre que s'il est directif pour avancer, ça ne l'empêche pas d'être à l'écoute. Ce qu'un animateur doit absolument éviter, c'est de se laisser caricaturer dans l'un ou l'autre rôle. Entraînez-vous à co-animer sur ces bases. Essayez, ça marche. Parlons des acteurs. C'est important les acteurs pour la qualité d'une réunion. Les acteurs apportent d'abord leur temps, qui est réputé précieux, avis aux réalisateurs, leurs compétences dont ils sont à la fois fiers et jaloux, et leurs informations dont la rétention garantit leur pouvoir, avis aux metteurs en scène. Pour toutes les réunions visant à résoudre un problème, il convient de se demander s'il faut inviter les plus compétents ou les plus motivés. Prenons l'exemple du grave problème des feux de forêt récurrents auxquels il convient de mettre un terme. Ma première idée sera d'inviter des experts, certainement des pompiers. Et si possible, j'intégrerai au groupe un pilote de Canadair. Ces professionnels savent éteindre les incendies et sans doute connaissent-ils les moyens de les éviter. Mais il y a juste un petit problème. Ils en vivent des incendies. Et quid pour eux si plus rien. J'ai connu dans les années 80 des cercles de qualité visant le zéro défaut de production dont le pilotage avait été confié au directeur du service contrôle produit fini, poste d'autant plus important qu'il y a plus de défauts. On demande au pilote de projet de supprimer son poste. Et c'est comme cela que des cercles de qualité se sont réunis pendant 2 ans sans qu'il n'en sorte aucune décision. Il est conseillé de faire participer au groupe de travail des gens très impliqués par le problème. Ne manquez pas de faire participer largement aux travaux celui qui a photographié sa propre maison entourée de flammes et qui s'en est sorti miraculeusement.
Lui saura qu'il faut débroussailler, tracer des allées coupe-feu et éduquer ou verbaliser les campeurs. J'ai connu aussi une responsable d'un service contentieux, très fière de me dire qu'elle avait doublé le nombre de litiges traités cette année. Belle performance en effet, mais nous quittons le domaine de l'animation de réunion pour rejoindre celui de la gouvernance d'entreprise. Les deux domaines se rejoignent, car il reste difficile d'animer une réunion efficace dans une entreprise mal dirigée. Le metteur en scène veille à la bonne disposition de la salle. Il a bien des difficultés à faire son travail dans les salles de réunion qui comportent de grandes lignes droites. Lorsque A émet une proposition, il ne voit pas la réaction de B à ses paroles. Or, une opinion s'exprime par des mots, mais aussi par des postures. Cette disposition très classique convient très bien à tous les big boss qui réunissent leurs collaborateurs pour leur faire passer des messages, ou les consulter individuellement, mais ne se prête pas à la concertation. Le bon metteur en scène privilégie les salles équipées de petites tables à deux places et les dispose de manière à se réserver 4 postures. Debout à la place du chef quand il dirige le groupe et qu'il fait passer des informations. Assis pour montrer qu'il laisse la parole au groupe. Il rentre dans l'arène chaque fois que c'est nécessaire. Il prend soin, lorsqu'il prépare la salle avec le régisseur, de se ménager un passage pour distribuer les documents, mais surtout pour s'adresser directement à un participant en particulier. Enfin, quand le groupe fonctionne tout seul, il peut rejoindre un siège préparé à l'avance pour se faire plus discret et se fondre dans le groupe. S'il faut reprendre le groupe en main, il reprend sa place de leader. La place choisie par les acteurs autour de la table est un bon indicateur de leurs intentions. Quand la réunion est importante, les caïds s'installent au centre d'une des lignes droites pour bien faire face à l'ennemi. Ils font asseoir à leur droite leur premier couteau et à leur gauche le deuxième couteau. L'animateur est prévenu. Il va devoir arbitrer un conflit. C'est mieux s'il parvient à médiater grâce à son côté metteur en scène, mais il va lui falloir être attentif et patient. Sollicité comme médiateur dans une chambre agricole, j'avais proposé d'assister en spectateur à une réunion du comité d'entreprise. J'ai vite observé que les directeurs salariés se sont positionnés en animateurs et que 2 camps ennemis se sont fait face. D'un côté, des exploitants agricoles, petits employeurs et quinquagénaires, en face de jeunes citadins, salariés et employés de bureau. Pas vraiment le même cadre de référence et les mêmes motivations. Au bout de 30 minutes, ils n'avaient fait que s'insulter sans que personne n'écoute personne. J'ai arrêté la séance et demandé à la moitié des participants de changer de côté et de s'intercaler entre ceux d'en face. Quand ce fut fait, j'ai fait reprendre la réunion et me suis repositionné en spectateur. Le début fut un peu hésitant, tout le monde ayant perdu ses repères. Mais le résultat final fut spectaculaire, une vraie réunion avec de vrais échanges. Essayez, ça marche. Celui qui se positionne à l'autre bout, face à l'animateur dans la même position dominante, est parfois un ami prêt à venir en renfort, mais ce peut être aussi Lisno Good de service, qui se positionne dans l'autre position stratégique pour mieux diriger la contestation. Toujours en tant que médiateur, il m'est arrivé de conseiller à un animateur de prévoir un nombre pair de chaises en face de lui, pour que personne ne soit au milieu, juste en face. Le fait d'être assis face à l'animateur, ou même au centre d'une ligne droite, confère à celui qui l'occupe une autorité de fait sur tous les autres. Vous avez peut-être observé une autre position stratégique, la chaise en angle au bout de la table. Le plus souvent, elle est occupée par quelqu'un d'intéressé par ce qui va se dire, et ne veut pas être coincé dans une ligne droite, mais qui ne souhaite pas pour autant se positionner en leader. Mais attention, c'est aussi de là que partent les grenades dégoupillées en direction de l'animateur. Prudence donc, si je ne connais pas bien celui ou celle qui occupe cette chaise. Je vais anticiper en lui demandant poliment son avis pour qu'il le donne de moins brutalement que ce qu'il avait prévu. Ça s'appelle déminer le terrain. Dans ces grandes salles de réunion tout en longueur, le PDG se positionne sous le portrait de son grand-père fondateur, mais il lui arrive de laisser des chaises vides à ses côtés. Dans ce cas-là, elles sont occupées soit par un faillot, soit par un retardataire. Mais c'est aussi la place de ceux qui se considèrent un peu comme des conseillers. Quand personne n'est d'accord et que le PDG doit mettre fin au brouhaha, il se penche assez naturellement vers son plus proche voisin pour lui demander son avis. Comment conclure ? Il me faut parfois oser occuper ces sièges stratégiques si les décisions qui vont être prises me concernent. À propos de déminer le terrain, quand je réunissais une fois par trimestre mes commerciaux en séminaire, je savais qu'ils se téléphonaient tous la veille
précisément pour savoir lequel enverrait sa vacherie. Bon, normal, ils sont solidaires, ils ne veulent pas se laisser manipuler par leur chef. L'inconvénient, c'est qu'ils n'écoutent rien tant qu'ils n'ont pas lancé leur offensive. Très logiquement, ils attendent un moment propice. Une astuce consiste à inscrire des questions diverses en début de réunion et non pas à la fin selon l'usage. On liste sans les traiter toutes les questions qu'il faudra traiter au cours du séminaire. Et c'est l'animateur qui décide ensuite dans quel ordre il va les inclure dans son programme sans modifier profondément celui-ci. Cela implique évidemment d'avoir l'honnêteté de traiter même les sujets qui fâchent, mais ça permet de les traiter dans la sérénité, sans les vacheries. Les grenades restent dans la musette. Essayez, ça marche. Toutes ces observations, valables pour les réunions en live, ne sont plus à la disposition du metteur en scène avec les réunions en visio. Surtout s'il est possible d'apparaître ou non à l'écran. En un sens, les fastidieuses et inutiles réunions du lundi matin font moins de dégâts, puisque le salarié peut vaquer à ses occupations tout en étant officiellement présent. Seul le chef perd son temps. C'est peut-être un progrès. Le critique compare à l'issue de la réunion son résultat avec son objectif. Le bilan d'efficacité est un vaccin très efficace contre la réunionnite. Le mieux est de demander aux participants d'évaluer eux-mêmes la réunion, à partir d'une grille visant à repérer si chacun a bien joué son rôle. Une grille d'évaluation doit porter sur la préparation, l'animation et bien sûr le résultat à la fois fond et forme. La grille se présente très classiquement avec 4 colonnes de moins à plus. Ça prend 5 minutes à la fin pour cocher les cases et ça peut s'arrêter le jour où tout le groupe a compris l'ensemble des conditions pour qu'une réunion soit efficace. D'abord l'auteur. Tout le monde a-t-il bien compris l'intérêt et les enjeux de cette réunion? Il faut savoir que ce qui est clair dans ma tête ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et celui qui initie une réunion doit prendre le temps d'expliquer à quoi on joue. Ensuite, la réunion était clandestine, organisée dans les cales du navire à l'insu du capitaine. Peu de chances que ça passionne le salarié lambda. Le rôle du scénariste. Bon, si la réunion n'a débouché sur rien, faute d'avoir été pensée à l'avance, ceux qui le savent, c'est bien ceux qui ont perdu leur temps. Là encore, si le régisseur n'a pas fait son travail, les acteurs seront factuels dans l'évaluation. Pendant la réunion, il reste à évaluer si la réunion a été bien dirigée avec un vrai pilote à la barre. L'animateur a-t-il réussi à créer une intelligence collective en organisant de vrais échanges? Ce n'est pas simple, mais c'est très utile. Cette dernière ligne concernant les acteurs est essentielle pour bien leur faire comprendre l'importance de leur propre comportement. L'expérience de cette grille montre que les acteurs ne sont pas tendres avec leurs collègues, ce qui signifie que même s'ils critiquent leur animateur, les participants savent très bien qu'ils ont le pouvoir de saboter une réunion. Il nous reste à parler de la convocation qui doit comporter au minimum la date et le lieu. J'ai appartenu à un groupe de 14 consultants convoqués pour un séminaire où nous nous sommes retrouvés 7 dans un campanile et 7 dans un ibis situé à 10 km. Comme il n'existait pas de portable, la réunion prévue à 9 heures a débuté à 14. J'ai toujours pensé que l'animateur qui appréhendait cette réunion avait commis un acte manqué pour raccourcir la durée de la séance. L'heure de début, mais également l'heure de fin. Savez-vous pourquoi l'heure de fin figure rarement sur les convocations? C'est parce que ça oblige celui qui convoque à écrire un scénario précis. Pourtant, moi, si je suis convoqué à une réunion à 14 heures, j'aime bien savoir si je peux prévoir une autre activité en milieu d'après-midi. Il me semble qu'indiquer l'heure de fin est une question de politesse. Le ou les thèmes traités. De quoi va-t-on parler? Vous est-il arrivé d'être convoqué à une réunion sans savoir de quoi on va parler? Bon, si l'animateur a fait le choix de me cueillir à froid, c'est son choix, mais ça ne me met pas dans de bonnes dispositions pour collaborer. Les objectifs. J'aime bien savoir à l'avance la finalité de la réunion. Ça me rassure d'ailleurs sur le fait qu'elle en a une. Et connaître à l'avance le thème et l'objectif me permet éventuellement de me préparer. L'animateur a-t-il toujours intérêt à ce que les acteurs soient très préparés? Doit-il tout dire à l'avance? Bon, pour aborder des réunions tendues, il m'est arrivé de jouer l'objectif en 3 bandes, mais ce jeu de cache-cache ne doit pas être la norme. La liste des personnes invitées. Quand je suis invité à une réunion, j'aime bien savoir aussi avec qui je vais travailler. Là encore, il est correct de le prévoir dans la convocation. Si on prend le temps d'expliquer à quel titre chacun est invité, cela évitera les longues présentations en début de réunion.
Ces débuts de réunion sont souvent fastidieux, surtout si certains en profitent pour raconter leur vie. Tout est bon pour les raccourcir, et tout ce qui est fait en amont n'est plus à prendre sur le temps collectif. Les documents à apporter. Si des participants sont obligés de quitter la réunion pour aller chercher les documents, c'est la faute de celui qui a mal rédigé la convocation. Quand leur bureau n'est pas sur place, la réunion est bloquée. Plus grave, elle se prolonge souvent en parlottes inutiles pour occuper le temps prévu. Petit rappel, il est bon de stopper une réunion avant l'heure prévue dès que l'objectif est atteint, ou lorsqu'elle est bloquée. Le compte-rendu. Il faut distinguer le compte-rendu à usage des absents avec un objectif purement informatif. Qui est-il utile ou simplement correct d'informer du résultat de ma réunion? Tout dépend du contexte. C'est un peu comme le choix de faire réponse à tous sur Internet. Trop d'infos tue l'info. Différent est le compte-rendu à usage des membres du groupe de travail. La communication relève de la mécanique des fluides et le compte-rendu joue le rôle de clapet anti-retour. En l'absence de compte-rendu, il est très fréquent de retraiter l'ordre du jour de la réunion précédente, et tout le monde perd son temps. En conduite de projet, la réunion est une phase et le CR est une étape. Le compte-rendu est surtout indispensable pour rappeler qui doit faire quoi d'ici la prochaine réunion. D'où la règle, un compte-rendu c'est comme la soupe, ça doit se servir chaud. Vous avez tous connu des réunions mensuelles où le compte-rendu vous parvient la veille de la suivante, rédigé en catastrophe par la secrétaire de l'animateur. Encore un moyen pour un chef de passer pour un charlot. Le plus simple, c'est de le rédiger pendant la réunion et d'utiliser le document où a été écrit le scénario, en notant la conclusion de chaque séquence au fur et à mesure de l'avancée. Avantage, les acteurs repartent avec le compte-rendu. Autre avantage, celui qui rédige le compte-rendu à chaud oblige l'animateur à ne pas passer au point 2 avant d'avoir bouclé le point 1. Un chef de projet a parfois intérêt à rédiger lui-même le compte-rendu, car il peut se révéler à terme plus impactant que la réunion elle-même, à cause du poids de l'écrit. Le cas particulier des grands-messes. L'animation des grands-messes est encore autre chose que l'animation de groupe de travail. En général, le scénario est bien écrit, suivant d'ailleurs un rite immuable. Si on les appelle grands-messes, ce n'est pas par hasard. L'introïte est lu en début de séance par le PDG. Les temps sont durs, mais nous sommes forts, car nous formons une grande famille. Le Gloria par le directeur commercial, qui chante la gloire de nos clients, sans qui nous autres pauvres salariés des services techniques ou administratifs nous n'existerions même pas. Le Credo est lu par le DRH, qui fait chanter à la foule un rappel de nos valeurs. À l'offertoire, le directeur financier précise bien que nous ne pourrons survivre qu'au prix de très gros sacrifices. La communion des fidèles s'organise pendant la pause. On boit tous le même café. Enfin, pour l'Itemissa Est, le PDG qui avait d'autres choses plus importantes à faire dans sa journée revient vers 17 heures pour inciter les bons petits soldats de l'entreprise à aller en dire du bien partout. Tout est bien conforme au rite de la grand-messe. Alors, la grand-messe, nécessité ou fatalité? Les grands-messes, par leur côté rituel, favorisent le sentiment d'appartenance qui est une composante importante de la motivation. Mais une journée complète avec tout le personnel a un coût très élevé. Prévoir des ateliers permettant à tous les salariés d'apporter leurs idées est une excellente idée pour optimiser la journée. Par contre, ces séances doivent être très préparées et les animateurs ou animatrices très expérimentés. Une réunion du lundi matin un peu foirée, ça passe, mais la grand-messe annuelle qui est une corvée pour tous, organisateurs et publics, mieux vaut la supprimer. Cas particulier, les acteurs sont des personnalités. Animer une réunion inter-entreprise implique un savoir-faire supplémentaire, surtout quand le public est composé de personnalités. Plus généralement, le pilote de projet est un professionnel de l'animation sans aucun pouvoir hiérarchique sur les participants. On peut lui conseiller de passer du temps à la préparation et de faire preuve à la fois de fermeté et de diplomatie. Je ne suis qu'un pilote de projet, mais pendant l'heure qui vient, c'est moi qui régule votre groupe. De cet exposé, retenez principalement que la réunionite n'est ni une nécessité ni une fatalité. Son efficacité est l'affaire de tous. Et enfin, fabriquer une intelligence collective, c'est génial, surtout avec des groupes hétérogènes, mais ça ne s'improvise pas.